Monsieur Zabi Frédéric est notre invité. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes psychothérapeute et éducateur familial. Ouais, Et nous parlons de la place de l'enfant dans le foyer. c'est cela. La place de l'enfant dans le foyer, parce que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de personnes, hein. Il y a beaucoup de femmes qui sont préoccupées par le fait de ne pas avoir un enfant. Il y a beaucoup d'hommes également qui sont préoccupés par le fait de ne pas avoir un enfant dans le couple. L'absence d'un enfant dans le couple, ça peut être cause de divorce, ça peut être cause d'incompréhension, de malentendu, d'amertume au quotidien. Donc c'est important qu'on essaie de situer la place de l'enfant, en fait, à la fois dans le couple et dans le foyer. D'accord. C'est cela le sujet. Très bien. Je pense également à une femme qui vient d'accoucher et qui focalise toute son attention sur son bébé au point de ne même pas réaliser que le père peut être jaloux ou se sentir négligé. C'est naturel qu'il y a un nouveau venu et le nouveau venu, en général, il focalise l'attention. C'est vrai, ça peut être source de jalousie pour le père. Et donc, c'est de faire très attention à ces genres de choses-là. La présence d'une nouvelle personne ne doit pas amener les gens à négliger ceux qui sont déjà là. Et ceux qui sont déjà là doivent comprendre également qu'il y a une nouvelle personne qui a besoin d'attention et d'affection. Donc, il faut qu'on comprenne de part et d'autre qu'il ne faut pas qu'on s'installe dans la négligence. Parce que la négligence ici est source de frustration et de problèmes en général. Donc, c'est normal quand une femme focalise son attention sur le nouveau venu. Comme je l'ai dit, il est fragile, il a besoin d'attention, il a besoin de temps, il a besoin d'affection, il a besoin de soins, etc. Et ça s'est fait très souvent au détriment non seulement du père, mais également de tout le reste de la maisonnée. Je parlais des frères et sœurs, je parlais de tous ceux qui vivent dans la maison. Et donc, il appartient qu'on prépare la famille à la venue de nouvel enfant, par exemple. Ça c'est des choses qu'on néglige en général. On s'est dit, c'est évident, la femme est enceinte, on voit bien que son ventre il est costaud et très bientôt elle va être délivrée. On le sait, mais on ne se prépare pas à la venue de l'enfant et ça crée des problèmes. Alors qu'en principe, on doit se dire, attention, dans 2 jours, dans 1 semaine, dans 1 mois, l'enfant va venir et voilà ce que ça va nécessiter comme charge affective à lui donner. Voilà ce que ça va nécessiter comme problème au niveau de ceux qui existent déjà. Donc, vous qui êtes des enfants, par exemple, qui êtes dans le foyer, comprenez que désormais, maman ne sera pas toujours là pour faire telle chose. Vous devez apprendre à être grand, vous devez apprendre à vous assumer, etc. Et le père également, il doit comprendre que là, voilà, biologiquement, il va falloir à sa femme un certain temps même pour qu'elle soit une épouse pour lui. Et au plan affectif, l'investissement va s'orienter vers quelqu'un d'autre. Voilà. J'ai également vu, enfin entendu, un couple dire, j'étais très surprise. J'ai dit, ah, vous avez l'air fusionnel, ça fait plaisir, vous avez des enfants. Ah non, on veut vivre d'abord. Ça m'a vraiment surpris. C'est un choix et ça ne devrait pas surprendre. C'est un choix. Pourquoi je dis que c'est un choix? Parce que quand vous prenez la définition du mot couple, un couple, ça induit 2 personnes, un homme et une femme. Et l'objectif de l'union dans le couple, ce n'est pas d'avoir un enfant. Quand moi, je me suis interrogé sur la question, j'ai parcouru par exemple la Bible et j'ai vu que Dieu a dit dans la Bible que vous allez quitter vos pères et mères et vous unir à une femme et ainsi vous allez devenir une seule chair. Je paraphrase, ce n'est pas comme ça que c'est dit exactement, mais je paraphrase. Vous allez devenir une seule chair. Et il y a un point final. Ça veut dire que la suite n'existe pas. On quitte ses pères et mères, on se met avec une femme pour devenir une seule chair. Et on s'arrête à ça. Donc, c'est cela, si c'est cela le but du mariage, se mettre avec quelqu'un avec qui on sera complémentaire, le but, ce n'est pas qu'il y ait forcément un enfant. Donc, l'absence ou la présence d'un enfant, ça ne devrait pas normalement influencer de façon négative la présence du couple. Mais est-ce que se mettre en couple, ce n'est pas pour pérenniser l'espèce, ce n'est pas pour également cheminer comme ça a été fait dans la logique des choses. On marche, on va à l'école, on étudie, on a des diplômes, on travaille, on prend un époux, une épouse, on a des enfants et puis après on est grands-parents. Ce n'est pas la logique des choses aussi? C'est un objectif. La présence, la pérennisation de la famille, la pérennisation du nom de la famille, ça réside dans la présence d'un enfant dans le couple. Ça, c'est clair que c'est un objectif. Mais ce n'est pas l'objectif ultime. Ce n'est pas l'objectif. Parce que quand c'est l'objectif, c'est là qu'il y a problème en général. Parce que, figurez-vous, madame, qu'on peut se battre, par exemple, pour avoir certaines choses.
Mais il est difficile de se battre pour avoir forcément un enfant. Parce qu'un enfant, on fait tous les efforts. Même on peut aller jusqu'à une fécondation in vitro, on peut aller solliciter la médecine pour faire des choses extraordinaires. Mais quand Dieu n'a pas donné son accord, même là, ça ne marche pas. Ça veut dire que nos efforts en tant qu'humains ont des limites. Et là, l'enfant vient ici comme un don qui nous est fait par Dieu. Et donc, si l'enfant est un don, ça veut dire que nous, on n'a pas véritablement une grande maîtrise de comment l'enfant va venir. Alors là, donc, il ne faut pas focaliser son attention sur le fait qu'on ne peut pas avoir un enfant dans le foyer. Parce que si on le fait, il y a deux choses qui arrivent. Premièrement, c'est des attentes qui sont insatisfaites dessus à tout moment. C'est l'environnement qui est pourri, l'atmosphère qui est pourrie à la maison, parce que pour un rien, on est énervé, parce que justement, on a l'attention focalisée sur l'absence de l'enfant. Et ensuite, ceux qui n'ont pas d'enfants, vous pouvez leur demander, vous pouvez demander également aux médecins qui les suivent. Le fait de stresser parce que justement on veut l'enfant à tous les prix, à tous les coups, le fait de stresser à tout moment, avec les pressions qu'on subit par rapport au colibet des belles familles, etc., et toutes les méchancetés qu'on essuie, quand on se soumet à ces pressions-là, madame, figurez-vous qu'il est difficile dans ces conditions de faire un enfant. Toute la volonté est là, mais il est difficile parce que ça ne se fait pas sous pression. C'est sûr, mais est-ce qu'on peut être heureux sans enfant? Tout dépend de ce qu'on se fait comme film dans la tête. Si moi, je ne focalise pas mon attention sur l'enfant, je me dis... Mais est-ce que c'est normal de ne pas focaliser son attention sur un enfant? Moi, de mon point de vue personnel, il n'y a rien d'anormal. Parce que faire un enfant ne dépend pas de moi. Si j'en fais, gloire à Dieu. Si j'en fais pas, je me dis, si ma volonté est de devenir un père, je peux devenir un père pour une multitude. J'ai qu'à adopter. Et en Afrique, ici, il suffit juste que vous claquez du doigt pour que tous ceux qui sont les rejets de la société accourent à vous. Si vous vous comportez comme un père, vous aurez une multitude d'enfants vis-à-vis de qui vous aurez à assumer les devoirs de père. Théoriquement, mais dans la pratique, c'est important de voir et de se dire, ah, il ressemble à ma mère, il ressemble à mon grand frère et ceci. C'est important également de maintenir le lien de sang et par rapport au regard des autres également, parce qu'il faut l'intégrer. Généralement, on se dit que tout le monde va montrer du doigt en disant, cette dame-là, elle est partie adopter un enfant. C'est l'enfant de l'ami, de la cousine, du petit frère de son ancienne voisine. C'est vrai que c'est important de pérenniser justement la continuité de la famille. C'est important. Moi, je le dis, je le déclare encore, c'est important. Mais si ça ne peut pas, qu'est-ce qu'on fait? On se suicide pour ça? Ou alors est-ce qu'on se soumet à ce que le voisinage dit et puis on arrête de vivre? Non, il faut que la vie continue parce que ça ne dépend pas de moi. Et si ça ne dépend pas de moi, mais je me fais un mental qui fait que je vais au-delà de l'enfant biologique, je veux dire. Et je m'installe dans d'autres schèmes de pensée qui sont que si je ne peux pas en faire, je peux en avoir. Si je ne peux pas en faire, je peux en avoir. Parce que là, c'est ce que je peux faire. Et avec... Mais là, on parle également de la pression, dans le sens où, a priori, un homme qui n'a pas encore d'enfant, ses parents regardent la femme d'un mauvais œil, et puis en lui mettant une autre femme dans les pattes, j'aurais bien aimé dire, pour voir si c'est possible, parce que c'est un drame pour eux, et peut-être pas pour lui, mais ça va le devenir, si lui, il n'a pas d'enfant. C'est les schèmes de pensée africaines, madame. Ce sont encore là les influences des pesanteurs culturels. Parce qu'en Afrique, on n'a pas une autre vision que la vision d'un couple avec des enfants. Donc, on n'arrive pas à concevoir qu'il y ait un couple sans enfants. Et on oublie que l'enfant, justement, ce n'est pas nous qui le concevons. On ne le fabrique pas en laboratoire, l'enfant. Bon, c'est vrai que la médecine fait une fécondation in vitro, mais tous les éléments qui interviennent là-dedans, la médecine n'a pas d'influence là-dessus. Je veux dire que la médecine ne fabrique pas des spermatozoïdes pour le moment, ni d'ovaires, mais la médecine peut juste les mettre ensemble pour faire une fécondation, pour obtenir un œuf. Ça, c'est ce qui est possible. Mais le reste, ça ne dépend pas de nous. Donc, il faut bien qu'on arrive à un niveau, c'est vrai que les pesanteurs culturels sont là, mais il faut bien qu'on arrive à un niveau où on doit comprendre que ça ne dépend pas de nous forcément. Et madame, il y a beaucoup de choses. Souvent, on fait juste le constat de ce qu'il n'y a pas un enfant, de ce que, par exemple, une femme est stérile ou bien un homme il n'arrive pas à enfanter. Ça, c'est les constats. Mais très généralement, vous savez, l'enfantement, c'est un peu comme les accidents de la voie publique. On déplore les accidents de la voie publique, on constate qu'il y a beaucoup d'accidents de la voie publique, mais quand on regarde de près, on se rend compte que la plupart des accidents de la voie publique, on peut les éviter parce que très souvent c'est dû à l'état de la voirie, c'est dû à la vétusté des camions qui circulent, c'est dû également au non-respect du code de la route. Quand vous prenez aujourd'hui 10 jeunes filles,
vous allez voir qu'avant 20 ans, il y en a peut-être 8 qui ont déjà fait un curetage ou un avortement. Avec ce genre de choses à récurrence, à quoi on s'attend dans un couple? À l'infertilité. Vous allez voir qu'on a des hommes phallocrates avec leur phallus dans la main, en train de parcourir femme à femme et tout. Et à la fin, sans protection, on se rend compte qu'ils ont, dans leur jeunesse, ils sont passés de maladies sexuellement transmissibles à maladies sexuellement transmissibles. Et ça fragilise leur organisme, leur appareil génital, etc. Et on se rend compte qu'ils ne peuvent pas enfanter. Et là, on est devant le fait accompli, on est dans le couple déjà. Et en ce moment-là, on doit faire avec. On doit faire avec sans forcément pointer du doigt le partenaire. Parce que c'est là que se trouve toute la problématique ici. Très souvent, c'est de mettre le doigt pour dire c'est tel qui est responsable et tel est responsable. Moi, je dis quand il y a un problème crucial, c'est vrai, c'est important de chercher la cause. Parce que la cause permet d'éviter le problème à l'avenir. Mais le plus important, c'est de faire le constat que le problème est là. Et on se pose une question qui est intéressante, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant que le problème est là? J'ai rencontré une femme que j'aime beaucoup, avec qui j'ai envie de vivre ma vie. Moi, je ne suis même pas allé consulter un médecin pour savoir si le problème vient de moi ou d'elle. Et puis, on est dedans, et puis tout le monde se plaint. Et en général, on se plaint d'elle. Uniquement, on se plaint de la femme. Parce qu'on s'est dit, elle doit enfanter. Et moi, moi, c'est sûr que j'enfante. Ça, c'est une erreur monumentale que je déplore, que je condamne, que je n'accepte pas. Parce que c'est sans fondement. Il y a des gens qui souffrent d'oligospermie, d'azospermie. Je veux dire que, par exemple, ils n'ont pas assez de spermatozoïdes vigoureux pour pouvoir aller féconder. Ils n'ont pas ça en quantité suffisante pour pouvoir faire la fécondation. Ils ont ces problèmes-là, dus à leur hygiène de vie, très souvent. Parce que Dieu n'est pas méchant, hein. Il crée les hommes avec tous les moyens pour pouvoir faire un enfant, par exemple. Mais c'est nous-mêmes, par notre hygiène de vie, par notre comportement, qui nous condamnons. Et très souvent, on est dans les pleurs, à n'en point fini. Est-ce qu'on peut dire que l'enfant, c'est un bonheur? Absolument. Absolument, c'est un bonheur. C'est un bonheur, mais c'est un bonheur que la plupart d'entre nous, nous refusons nous-mêmes, par notre comportement. Parce que quand on a 17 ans, on doit rester tranquille. On refuse de rester tranquille à cet âge-là. Et là, on va faire ce qu'on ne doit pas faire. Et quand on a le résultat qu'on obtient, quand on fait ce qu'on ne doit pas faire, ben, on met l'enfant à la poubelle. Et quand on a mis l'enfant dans une chasse d'eau, dans un WC, après, quand le moment de faire un enfant arrive, qu'on ne peut plus en faire, on se plaint. Alors que c'est nous-mêmes qui nous sommes interdits ce bonheur-là. On s'est interdit ce bonheur. C'est pourquoi il faut interpeller la jeunesse. Il faut leur dire, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps où on doit vivre sa vie. Et vivre sa vie ne veut pas dire courir d'homme en homme, courir de femme à femme. Ça ne veut pas dire cela. Vivre sa vie, ça ne veut pas dire mettre son organisme, mettre sa vie même en danger. Par tous les moyens. Vivre sa vie, ce n'est pas cela. Vivre sa vie, vivre son adolescence, faire quelques erreurs d'adolescence, ça ne veut pas forcément dire faire des curetages, attraper des MST, etc. Ça ne veut pas dire cela. Il y a le temps où on doit faire des enfants. Quand ça arrive, ça arrive. Alors, 2-3 questions pour terminer rapidement. La femme qui se consacre à son nouveau-né au détriment de son mari, elle a raison, elle a tort? Elle n'a ni raison ni tort. Mais c'est un fait qui se présente à elle. Ce n'est pas qu'elle ait raison. En général, elle ne choisit pas. Mais elle doit juste faire attention. Elle doit se dire, c'est vrai, j'ai fait un enfant, mais je suis avant tout une épouse. C'est vrai, j'ai fait un enfant, mais avant cet enfant-là, précisément, j'en avais d'autres qui ont besoin de moi comme mère, qui ont besoin d'affection. Et donc, si elle se dit ces choses-là, elle, de temps en temps, elle peut être appelée à l'ordre aussi par son mari, mais de façon tendre et douce, parce que ce n'est pas évident que tout de suite les choses se présentent de sorte qu'elle n'oublie pas son rôle premier qui est de s'occuper de sa maisonnée. Mais l'enfant, il focalise l'attention. Donc, quand on est le mari, qu'on voit que ça arrive comme ça, on doit pouvoir lui dire tendrement, chérie, tu vois, ça fait 2 semaines que tu ne m'as pas accordé ce que tu m'accordais d'habitude. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas eu tel soin, telle affection. On peut le lui dire tendrement, tranquillement. Et quand c'est dit de façon bien, je pense que ça se comprend. Mais c'est quand on rentre dans des palabres à n'en point finir et qui sont totalement inutiles qu'il y a le problème. C'est là qu'elle se braque tout de suite. Très bien. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que
L'enfant, c'est très important pour la vie, la pérennité de la famille. Mais l'enfant n'est pas le point focal dans l'union, qui ne doit pas être le point focal dans l'union de deux personnes. L'enfant, c'est un bonus. L'enfant, c'est un bonus qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc, il faut qu'on soit conciliant, qu'on soit compréhensif et qu'on soit tolérant. C'est mon mot de fin. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. On peut me joindre au 07 65 29 27 ou au 01 38 38 51. Très bien, merci infiniment. Excellente journée à vous. Vous également. Merci. Nous avons un élément de transition, un peu d'humour et puis notre jingle, nous parlons météorologie. À tout de suite. Je veux des autographes. Yeah. Bon, d'accord. Attends, salut, Je veux 5 autographes, moi seul. Toi seul? Oui. Ah là, Seigneur, là, suis-moi. C'est quel nom? Ton nom magnifique, c'est Ouria. Ouria, d'accord. Oui, attends, ici, c'est déjà... Voilà, c'est bon. Voilà, le magnifique. L'homme n'est rien ici. Salut, Kaïd, la petite fille. Ton magnifique, tu ne salis pas. Au moins, en plus, tu me rends du succès. Là, comme ça, je dirai à tous mes camarades que je vous ai rencontrés. Quand ils ne me croiraient pas, je lui montrerai la preuve. Tu as bien fait. Voilà. Vous qui me négligez au quartier, là. Voilà. Voilà. L'homme n'est rien. Menteur en train de signer. Ton magnifique. Voilà. Voilà. J'ai même plein succès dans les études. Voilà. Ça là, même, ça là, on tourne, arrivera même, il n'y a pas quelqu'un derrière nous, on cherche les enfants. Mais dès que tu places, ils vont charger. Bon, ma chérie, je vais partir. Merci beaucoup. Tonton magnifique, je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de bonheur et beaucoup de voyages à Paris, Côte d'Ivoire, Londres, Paris, beaucoup. Tonton magnifique, oui, beaucoup d'enfants, mais moins de femmes. Faut couper ça là. Faut couper. Tout le monde tu enlèves ça. Tiens. La gila. D'accord, j'ai compris, je vais faire un effort. J'ai compris, hein? Je vais pas. Ce que tu as dit là, je vais respecter. Bon, merci beaucoup. Hein. Merci. Voilà, c'était la bénédiction d'une petite fille bien et bienfaisante. Mais qui m'a. Merci, hein? Merci, hein, maman? De rien, tonton. Voilà, à bientôt, hein? D'accord. Ouais, d'accord. Ok. Au revoir, hein? Les enfants, là, maintenant, les enfants cyber-enfants, là. Les enfants antiques, là. Ah, là, vraiment. Bon, mon cher, vous avez déjà tout entendu, tout vu. C'est bon, vous coupez même. Nous sommes de retour en studio. Merci de nous rester fidèles. Nous parlons météorologie dans la rubrique La météo et vous. Et pour ce faire, vous allez vous présenter vous-même. Monsieur Aristide Aguia. Oui, c'est bien ça. Quel est votre titre? Aristide Aguia, je suis prévisionniste à la Sodexam. Prévisionniste. Oui. Ça veut dire quoi? Vous êtes en charge de la prévision du temps. Prévision du temps à la Sodexam. D'accord. Alors, quelle est la fiabilité de la prévision du temps? Alors, la fiabilité de la prévision du temps, elle est grande. Elle a une bonne fiabilité aujourd'hui, hein, compte tenu des instruments, les modèles que nous utilisons, les informations satellites qui complètent un peu les données au sol que nous avons. Donc, aujourd'hui, la fiabilité, elle est plus grande. Très bien. Nous parlons de la petite saison des pluies. Oui, c'est ce que nous vivons actuellement? Oui, c'est ce que nous vivons actuellement. Et beaucoup d'Ivoiriens se posent la question en ce moment. Est-ce que les pluies que nous avons en ce moment sont donc les pluies dans une condition normale? Et ce matin, nous allons donc parler de cela pour rassurer les uns et les autres que nous sommes effectivement dans une situation normale, qui est donc la petite saison des pluies. Alors, la petite saison des pluies, ça veut dire quoi? Ça veut dire il va pleuvoir très peu, régulièrement, pendant cette période-là? La petite saison des pluies, ce n'est pas la quantité de la pluie, ce n'est pas aussi la taille des gouttelettes de pluie, c'est plutôt lié à la période. C'est sur généralement 2 mois et demi, et comparé à la grande saison des pluies qui fait 3 mois et demi, 4 mois, donc on dit petite saison des pluies. Très bien, donc pendant 2 mois et demi, ça a commencé quand? Mi-septembre. Pour cette année, c'est exactement le 18 septembre. Ça a commencé le 18 septembre. Oui, avant le 18 septembre, il ne pleuvait pas?
Il pleuvait, mais c'était des pluies très fines. Voilà, qui caractérisent la période de transition entre la grande saison de pluie et la petite saison de pluie, liée à un ciel nuageux et avec des pluies très fines. Alors, quand on passe maintenant à la petite saison de pluie, on a donc des pluies accompagnées d'orages, des pluies un peu plus fortes et orageuses. Et ça va durer 2 mois et demi. Oui, ça va durer 2 mois et demi. Donc, nous sommes dans cette période jusqu'à fin novembre. Mais c'est localisé ou bien c'est sur toute l'étendue du territoire? La petite saison de pluie, là, il faut que je rappelle, sur la partie sud de la Côte d'Ivoire, nous avons donc 2 saisons de pluie dans l'année. Contrairement à la partie nord, qui n'en a qu'une seule saison. Alors, pour la partie nord, la saison des pluies continue. Puisqu'il y a une seule saison, elle continue, elle a commencé en juillet, elle continue à se terminer fin octobre. Juillet, août, septembre, octobre. Voilà, elle va se terminer fin octobre. Et pour la partie sud, nous avons 2 saisons de pluie. La grande qui généralement commence à avril et qui se termine à mi-juillet. Et la deuxième, la petite donc, saison de pluie qui commence mi-septembre et qui va se terminer fin novembre. D'accord, très bien. Il y a un phénomène qu'on a tous vécu. Oui. Si on pouvait avoir l'explication officielle et scientifique, il pleut, Oui. et puis tout à coup, d'une limite à l'autre, hein, qui est vraiment en conduisant sur la route, on réalise qu'il y a le plein soleil, et puis il n'y a pas de pluie. Il n'y a rien du tout. C'est-à-dire, en quelques secondes, on passe de la pluie au soleil. Là, vous êtes en conduite, c'est bien Oui, ça? en conduite. En Oui. conduite. Oui, puisque la pluie que nous recevons découle des nuages. Alors, si vous passez donc la zone nuageuse, naturellement, vous n'aurez plus donc la gouttelette qui sort de ce nuage. D'accord. Donc, voilà. Donc ça veut dire qu'on est passé juste au-dessus Voilà, des nuages voilà. qui contenaient cette eau. Oui, et quand vous sortez de là, vous n'avez plus la pluie. D'accord, très bien. Et donc souvent, quand on a la pluie sur une longue distance, ça veut dire que les nuages sont tous ensemble. Ils sont plus denses, ce qu'on appelle les plus denses. Donc avec une largeur assez... Le nuage peut aller jusqu'à 3 km, à 50 km de largeur, parfois même jusqu'à 100. Donc en fonction de la largeur des nuages, vous pouvez rester assez longtemps en conduisant sous la pluie. Et lorsque vous avez des nuages isolés, lorsque vous traversez le nuage, naturellement, vous n'aurez plus la pluie. D'accord, très bien. Alors, quand on voit un ciel couvert Oui. en pleine journée, Oui. on se dit toujours, on dirait qu'il va pleuvoir, le ciel s'est assombri. Oui. C'est toujours comme ça? Effectivement, il y a des signes indicateurs pour donc la pluie. Effectivement, ce que vous dites fait partie des signes indicateurs. Mais généralement, il y a ce que nous appelons les conditions d'instabilité et les conditions de stabilité. On peut avoir un ciel bien couvert, mais si les conditions d'instabilité ne sont pas réunies, ces nuages-là peuvent se dissiper peu après. Néanmoins, peut-être laisser quelques fines gouttelettes de pluie. Mais lorsque, effectivement, avec cette couverture-là, les conditions sont instables, là, vous aurez forcément de la pluie et parfois de la forte pluie. Très bien. Actuellement, nous sommes dans une période habituelle de pluie? Oui. Où les choses ont changé avec les années? Oui. Avec le réchauffement climatique, par exemple? En ce moment, nous sommes dans une situation habituelle. Nous sommes dans une situation habituelle de pluie. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la petite saison des pluies. Donc, c'est une situation habituelle. Pour le sud du pays, donc, elle va se caractériser par des moments de pluie en moyenne une fois chaque 3 jours. Et caractérisée par un ciel nuageux, peu de soleil et avec des pluies aussi parfois fortes, accompagnées d'orages. Donc c'est un peu la situation que nous allons vivre pendant cette petite saison de pluie qui va nous amener jusqu'à fin novembre. Fin novembre. Fin novembre. Très bien. Et les choses n'ont pas été décalées avec les années? Ça a toujours été dans cette période de l'année? Ça a été toujours dans cette période de l'année, mais d'une année à une autre, on constate des variations de quantité. La quantité reçue pendant la petite saison de pluie peut être, par rapport à une autre année, moins importante. Et
Au niveau aussi des débuts et des fins, ce n'est pas fixe. Il y a des variations, hein, d'une semaine parfois. Donc, ce n'est pas des situations qui sont fixes. Et pour ça, c'est intéressant de rappeler aussi qu'il faut suivre la météo, il faut suivre le bulletin météorologique. Pour que s'il y a des changements, on a dit fin novembre, et ça peut aller jusqu'à début décembre, on peut donc faire des mises à jour. Alors, souvent, il y a des périodes où on réalise qu'il faut vraiment avoir pour les enfants l'imperméable dans le sac et puis les bottes aux pieds. C'est la période dans laquelle on est actuellement? Oui. 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 Parce que des fois aussi, le ciel est un peu couvert, il pleut, au moment où l'enfant part complètement outillé. Et puis, 1 heure après, il y a un grand et magnifique soleil et l'enfant a chaud dans ses bottes. Il peut y avoir ce genre de situation, hein, dans cette période, mais par précaution, c'est la période adéquate pour mettre les bottes et tout ce qu'il faut pour protéger l'enfant contre la pluie. Parce que c'est la période de la pluie. D'accord. Et quand c'est comme ça, même quand on dit petite saison des pluies, oui, ça veut dire que ça peut être d'une forte intensité. Oui, on peut avoir des pluies. Parce que malheureusement, on a l'impression quand on dit petite saison des pluies que c'est pas très long. J'ai dit tout à l'heure que le fait qu'on dit petite saison est juste lié à la période. La période qui part donc de mi-septembre à fin novembre. Donc 2 mois et demi. Et petite parce qu'on a une grande. Et la grande, elle part plutôt de mars, mi-mars à mi-juillet, qui fait 4 mois, enfin 3 mois et demi. Donc quand on compare les 2 périodes, celle dans laquelle nous sommes en ce moment, on dit qu'elle est la petite saison des pluies. Dernière question, comment savoir quand on regarde le ciel, ou bien comment savoir s'il va pleuvoir du matin au soir, ou bien s'il va pleuvoir pendant 1h30 de temps, et ensuite on va vaquer tranquillement à nos occupations? Comment savoir? Pour un spécialiste de la météo... non, vous, oui, nous. D'abord, pour un spécialiste de la météo, quand il regarde donc, cette situation, il fait ce qu'on appelle des analyses donc, des situations, des conditions, pour voir si ce qu'il voit va perdurer. Est-ce qu'il y a suffisamment d'instabilité pour que toute la journée, on est cela. Alors, ce que je peux peut-être dire au niveau de ceux qui ne s'y connaissent pas, peut-être c'est les changements au niveau donc de ce ciel-là. On voit peut-être les nuages défiler aussi rapidement. On peut s'apercevoir qu'il y a assez de mouvements, donc il y a beaucoup d'instabilité. D'accord. Donc si on observe le ciel, puis on réalise que les nuages bougent rapidement. Oui, c'est juste l'un des indicateurs, ce n'est pas l'ensemble des indicateurs qui, comme je dis, derrière ça, il y a beaucoup d'analyses à faire. Mais pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, ça peut être un élément qui pourrait l'aider à faire ce genre d'exercice. Très bien. Donc, on aimerait avoir votre mot de fin. Et puis un téléphone, monsieur. Oui, pour le mot de fin, c'est juste informer les téléspectateurs que nous sommes dans une situation normale, qui est donc la petite saison des pluies, qui a commencé mi-septembre, qui va prendre fin novembre. Et justement, dans le mois d'octobre, c'est le mois où nous avons le pic en matière de quantité de pluie. Et donc, nous les invitons à prendre les précautions qui s'y imposent. Et pour le téléphone, je peux le donner? Je vous en prie. 21 58 20 01. Il y a aussi le 21 27 87 et le 36. Très bien. Monsieur Aristide Aguiar, prévisionniste à la Sodexam. Merci à vous d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Une pause en ce qui concerne une page de publicité et nous recevons nos invités de la direction commerciale et marketing à tout